La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, a été signée en 1982 et fournit le cadre juridique général pour la coopération internationale en matière de gestion des océans. Signée par la plupart des pays du monde, elle établit des principes et des règles communes, notamment la délimitation des zones de souveraineté des États avec les zones économiques exclusives. Vous pouvez voir le schéma ici, notamment des zones économiques exclusives. Et pour cela, je vous invite également à revoir la partie dans l'axe 1. Deuxième exemple de coopération, toujours à l'échelle mondiale. Depuis 2018, l'ONU a mené des discussions sur la gestion de la biodiversité marine à l'échelle mondiale. C'est ce que l'on a appelé BBNJ, c'est-à-dire Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui signifie biodiversité au-delà des juridictions nationales. Alors, cette discussion menée par l'ONU avait pour objectif de créer un outil juridique mondial de protection de la biodiversité marine. Et finalement, en juin 2023, tout cela a abouti au traité international sur la haute mer, qui doit permettre d'atteindre l'objectif 30 pour 30, c'est-à-dire protéger au moins 30% des océans de la planète d'ici à 2030, en les plaçant dans des zones protégées, par exemple les aires marines protégées. Vous pouvez voir avec la vidéo ici, en cliquant sur la vidéo, un peu plus de détails sur cet accord historique. À l'échelle régionale cette fois, il existe de nombreux partenariats qui ont été établis pour promouvoir la coopération dans des zones maritimes spécifiques. Dans l'Atlantique Nord, par exemple, il existe des coopérations entre les États-Unis, le Canada et la France pour la protection des mammifères marins. De même, les États riverains de la mer Caspienne, en Asie centrale, ont trouvé un accord en 2018 pour la préservation de la biodiversité dans la région. Enfin, comme dans l'espace, la coopération internationale est essentielle pour la recherche scientifique en mer, qui fournit des données et des connaissances cruciales pour la gestion des océans. Les scientifiques collaborent souvent dans des projets de recherche internationaux. Par exemple, le Programme mondial d'observation de l'océan, mis en place par l'Organisation météorologique mondiale, vise à améliorer la collecte et la gestion des données océaniques à l'échelle mondiale. Deuxième partie, les rivalités et les tensions dans le partage des espaces et des ressources maritimes. On a déjà évoqué ça assez longuement dans l'axe précédent, donc je ne vais pas beaucoup développer. Néanmoins, on peut rappeler que les espaces maritimes abritent de nombreuses ressources naturelles, le gaz, le pétrole, les ressources halieutiques, les terres rares, etc. Ainsi, le partage des ZEE, des zones économiques exclusives, peut être source de tensions multiples. Donc ça, je vous renvoie à l'axe précédent, notamment avec l'exemple de l'Arctique ou, comme nous le verrons, l'exemple de la mer de Chine avec la Chine en conflit avec ses voisins. Les tensions peuvent également éclater au sujet de l'équilibre entre protection et exploitation des ressources. Deux exemples. Il existe des tensions en Australie au sujet de la protection de la mer de corail et de la grande barrière de corail. Les intérêts économiques, la pêche et le tourisme principalement, et la protection de la biodiversité sont, dans ce cas, en contradiction, ce qui peut provoquer des tensions entre les acteurs qui ne parviennent pas toujours à coopérer. Cela peut également s'observer, cette logique de conflit peut s'observer au large des côtes africaines, quand les enjeux de préservation de la ressource se heurtent à la nécessité vitale de la pêche pour les populations locales. Vous pouvez cliquer sur les deux vidéos là pour avoir un petit peu plus de détails, notamment sur ce cas africain. En conclusion, sur l'axe 2, on peut dire que les nouveaux territoires de conquête, donc l'espace et les océans, sont le théâtre de coopération internationale car les intérêts communs, les enjeux globaux et l'ampleur des moyens nécessaires imposent une concertation, voire des partenariats entre les nations. Il reste cependant le support des rivalités de puissance et potentiellement les enjeux de conflits futurs.